Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Antonin André du JDD et d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et en ce jour, en ce 9 mai, qui est un jour important pour la Russie, et notamment parce que Vladimir Poutine, d'une certaine manière, s'en est emparé pour faire une sorte de fête nationale avec le défilé militaire sur la place rouge. Poutine qui a pris la parole et on l'écoute. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. C'est pour ça que nos forces stratégiques sont toujours en alerte. Voilà, comment dirais-je, Vladimir Poutine, avant d'accueillir Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Géopolitologue spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Nicolas, est-ce que à quel degré sur une échelle de 1 à 10 doit-on prendre cette déclaration ? Écoutez, je dirais plutôt qu'il faut la prendre au niveau 1. C'est-à-dire que d'abord ce n'est pas nouveau. Poutine agite régulièrement la menace nucléaire bien avant le 24 février 2022, date de l'invasion totale de l'Ukraine. C'est quelque chose évidemment dans son esprit qui vise essentiellement à nous dissuader et qui aujourd'hui évidemment revêt disons une acuité particulière parce que c'est une forme de réponse à la fois aux propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine, aux propos également de David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui dit que l'on peut, qui est parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, frapper avec des armes britanniques le territoire russe, et donc il essaye toujours de dissuader. Et disons qu'il faut bien reconnaître que pendant 22 ans, entre 2000 et 2022, ça a marché, puisque il nous a dissuadés, alors qu'il aurait certainement fallu riposter bien plus tôt et certainement à un moindre coût. Ça aurait évité des centaines de milliers de morts et diminué sensiblement la menace stratégique pour nous Européens. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est le 9 mai et que c'est un jour important pour Vladimir Poutine qui, comme je le disais, en profite pour faire un défilé militaire sur la place rouge. Et aussi, il y a un autre élément, Nicolas Tenzer, c'est que il y a 2 jours, il me semble, avant-hier, il y a eu les 27 pays européens qui se sont mis d'accord pour, dégeler les avoirs des 210 milliards gelés des avoirs russes et donc avoir la possibilité d'utiliser 2,5 millions à 3 milliards pour justement la fourniture des armes aux Ukrainiens. Alors, il y a 2 choses, effectivement, dans cette décision. Il y a une bonne chose, c'est que, effectivement, pour la première fois, on voit les dirigeants européens se mettre d'accord sur cette confiscation, donc des intérêts, pour l'instant, des avoirs. Ils ne sont pas encore très loin parce que, quand même, beaucoup suggèrent de prendre la totalité de ces avoirs russes-là. Effectivement, pour la totalité, c'est 300 milliards, environ 2 temps, effectivement, côté Union européenne, gérée par Euroclear, qui est une société basée en Belgique. Mais c'est un pas, parce que, évidemment, Poutine sait très bien que les Occidentaux n'ont pas d'autre choix aujourd'hui, compte tenu de cette guerre d'agression contre l'Ukraine, de taper de plus en plus fort. On va avoir aussi un certain nombre de mesures qui vont accroître encore les sanctions contre la Russie. Celles-ci sont importantes, mais elles ne sont pas certainement suffisantes aujourd'hui. Et donc, il sait très bien que qu'il est de plus en plus menacé, bien sûr isolé, et que des mesures quand même assez radicales peuvent commencer à porter. C'est une réponse, si vous voulez, maintenant à une résolution plus ferme, pas encore totale, des Occidentaux. Et donc il agite effectivement cette menace nucléaire, vraiment pour, encore une fois, nous dissuader le plus possible. Mais je pense que ça marche de moins en moins bien. On a vu d'ailleurs le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, il y a 2 jours sur X, dire clairement, maintenant il faut arrêter de considérer tout cela au sérieux. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Emmanuel Macron, il faut arrêter d'acheter les lignes rouges russes qui nous ont empêchés en quelque sorte de réagir. Question pour vous, Nicolas Tenzer, d'Antonin André du JDD. Oui, Nicolas Tenzer, bonsoir. Je vous écoute attentivement depuis le début de ce conflit et avec grand intérêt d'ailleurs tous vos confrères qui nous éclairent sur ce qui se passe là-bas et sur la stratégie militaire et sur cet inconnu de la menace russe. Mais on a le sentiment dans ce que vous racontez et décryptez de façon un peu systématique qu'on a toujours un temps de retard. C'est-à-dire que vous avez dit dans votre propos liminaire qu'on aurait dû être plus agressif plus tôt, d'une certaine façon. C'est vrai que quand on
disait il ne faut pas mettre d'armes offensives parce que on risque de bousculer le russe et de prendre des ripostes démesurées derrière. Puis finalement, on est venu aux armes offensives. Et vous aviez l'air de dire tout à l'heure que si on avait réagi plus fort, plus vite, peut-être, je ne sais pas, en massant des troupes de l'OTAN, par exemple, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, ou en étant beaucoup plus radicaux et beaucoup plus excessifs dès le début, on aurait marqué un point dans ce conflit et que depuis, le rapport de force est forcément à la faveur de Poutine. Alors, il y a deux choses. D'abord, oui, effectivement, si nous avions réagi, alors il y a plusieurs dates. Il y a 2008 déjà lors de l'invasion du territoire géorgien. Et là, on sait toujours que 20% du territoire de la Géorgie est toujours occupé. Ça aurait été quand même le premier moment. Ensuite, il y a eu 2014 lors de la première invasion de l'Ukraine, de la Crimée et d'une partie du Donbass. On aurait pu parler évidemment de la Syrie, lorsque à partir de l'automne 2015, Poutine a aidé de manière de plus en plus forte avec des armes sur place, des armées sur place, le régime de Bachar el-Assad, et on n'a pas réagi au moment du siège et de la prise d'Alep, alors que beaucoup disaient qu'il faut au moins créer une zone d'exclusion aérienne. Et bien sûr, si avant le 24 février 2022, nous avions amassé des troupes à la frontière, il est absolument certain que Poutine n'aurait pas osé affronter les armées de l'OTAN qui sont 20 fois quand même supérieures aux siennes. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il s'est renforcé, il s'est réarmé, il est passé, lui, en économie de guerre, ce qui n'est pas notre cas, ni le cas d'ailleurs des États-Unis. Il bénéficie du contournement des sanctions et il reçoit des armes, on le voit, de l'Iran, de la Corée du Nord. La Chine aide également la Russie à acquérir un certain nombre de composants nécessaires. Donc lui, il se renforce. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que nous, non. Ça, il faut être quand même parfaitement clair. On est quand même dans un rapport, je disais, de 1 à 20, mais on reste dans un rapport de 1 à 18 maintenant, mais qui est quand même tout à fait en notre faveur sur le plan des armes conventionnelles. Et pourtant, il avance et nous, on recule. Alors, on recule un peu moins, mais je pense qu'on n'avance pas toujours autant que, effectivement, nous le pourrions et nous le devrions. C'est-à-dire que ça aurait, encore une fois, permis quand même de sauver des dizaines de milliers de vies ukrainiennes et ça aurait diminué la menace pour nous. Donc, on est dans ce rapport de force, mais on a toujours eu peur. Moi, je me souviens, j'étais au sommet de Vilnius de l'OTAN les 11 et 12 juillet dernier. On a entendu Jake Sullivan, le conseiller national de la sécurité Joe Biden, dire ouais, il ne faut surtout pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais il n'est pas question d'avoir cette guerre-là. Il s'agit effectivement d'utiliser tous les instruments de notre dissuasion pour marquer un coup d'arrêt. Et on s'aperçoit, ça a été très bien rappelé effectivement tout à l'heure, que les lignes rouges de Poutine se sont effondrées les unes après les autres. Il avait été question, il ne faut pas que les Ukrainiens attaquent le territoire russe, ils l'ont fait. Il ne faut pas qu'ils attaquent la Crimée occupée, ils l'ont fait. Et en fait, voilà, nous reculons heureusement, trop lentement, mais enfin nous le faisons quand même pas à pas, les limites effectivement de ce que nous étions nous-mêmes imposés. Ouais, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de guerre et c'est effectivement très complexe et merci de nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, Arthur Delaborde et Antonin André. Ça nous permet aussi, avant d'en venir au sujet de Marine Le Pen qui elle était en train de défendre la campagne de Bardella au Festival des Fleurs de Bergère dans l'Aube, d'ouvrir aussi ce chapitre du nucléaire puisque dans le Figaro, Marine Le Pen est contre l'idée d'Emmanuel Macron qui se dit prêt à ouvrir un débat sur une défense européenne qui pourrait comprendre les armes nucléaires. Elle souhaite inscrire dans la Constitution l'usage exclusif de la discussion nucléaire par le seul président de la République. Écoutez, Jordan Bardella qui s'est exprimé là-dessus. Emmanuel Macron affaiblit tout ce qu'il touche et Emmanuel Macron ne défend pas en réalité les intérêts français. Si l'Europe de Macron existait au moment où nous nous parlons, si le projet que portent Madame Hayé et Monsieur Macron existait au moment où nous nous parlons, si on avait une défense européenne, si Madame van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait entre ses mains une défense européenne, nous n'aurions plus de droit de veto, nous n'aurions plus la possibilité de dire non, notre arme nucléaire serait partagée et sans doute nous serions en guerre par l'intermédiaire de l'armée européenne qu'il veut mettre en place directement avec la Russie. Donc non au partage de l'arme nucléaire dans les conditions évoquées par le président de la République, cela relève de la souveraineté nationale.
Alors, on est passé un peu vite là-dessus, Antoine et André, sur ce sujet, mais pourtant, c'est important. C'est important et c'est très intéressant. En fait, ce débat est très intéressant et pas du tout un débat anodin ou accessoire, parce qu'il oppose deux visions du monde et de la place de la France dans l'histoire et dans le moment historique que l'on vit. C'est-à-dire que on comprend ce que Jordan Bardella dit et on voit quelle corde il fait jouer, et qui est une corde tout à fait respectable, qui est celle du gaullisme, de la souveraineté de la France, de l'indépendance de la France vis-à-vis des deux blocs, parce que tout ça a été mis en place à une époque où effectivement il fallait choisir son camp entre les Russes et les Américains. Le général de Gaulle a choisi cette voie de l'indépendance à un moment où la France était une puissance assez forte quand même en Europe et qui avait encore même de l'influence coloniale et sur les différents continents. Et donc au nom de tout cela, il estime que cette arme nucléaire doit rester le moyen de notre souveraineté. Pourquoi pas? Mais le monde a changé. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est aussi de savoir si la France seule avec son arme nucléaire est suffisamment forte aujourd'hui pour faire face à des menaces qui sont celles de la Russie ou des autres blocs, ou s'il vaudrait pas mieux mutualiser nos efforts militaires avec le reste de l'Europe. C'est ça l'équation. Oui, on a une opposition entre, d'un côté, une vision de la souveraineté, une vision affirmée de la souveraineté nationale, et l'autre, une vision de la souveraineté européenne. Et c'est bien en filigrane ce sujet-là qui est un des principaux thèmes de la campagne des européennes. Emmanuel Macron a tendance à considérer que finalement la souveraineté nationale permet de transférer cette dissuasion nucléaire à l'échelle européenne, et que quoi qu'il arrive, la souveraineté nationale permettra de reprendre cette dissuasion si un jour c'est nécessaire. Et en face, on a une conception beaucoup plus traditionnelle défendue par Jordan Bardella.